Le 7 juillet 1942, je me suis rendu à Rouyn-Noranda où je me suis enrôlé. Nous sommes restés à Rouyn-Noranda pendant une couple de semaines, suivant laquelle on a déménagé à Petawawa en Ontario. À Petawawa, nous avons pratiqué le tir au 303 et appris à chauffer les camions de l'armée. Au mois de septembre, nous avons déménagé à Dibert, au Nova Scotia, et là, nous avons pratiqué à bâtir des ponts qui étaient déjà démodés. Et on a été là pendant environ 2 mois. Suite à ça, on a parti pour Halifax. Où nous sommes embarqués sur le SS Andes. On était 12 000 soldats sur le même bateau. Là, nous avons parti pour le large et nous avons été obligés de rebrousser chemin parce qu'il y avait un sous-marin dans les parages. On est retourné au port et on a fait un demi-tour et on est parti pour le large seul, sans aucun escorte. On était plus vite que les sous-marins de toute façon. Ils ne pouvaient pas nous rapprocher. 6 jours plus tard, nous sommes arrivés à Glasgow, où nous sommes débarqués. Suite de là, nous avons parti pour Farnham, au sud de Londres, en Angleterre. Là, nous avons appris à construire un pont Bailey. On pouvait construire un pont Bailey d'une capacité de 40 tonnes, de 40 pieds de long, dans 2 heures et demie. On a appris aussi à utiliser les mortiers Piat, qui n'étaient pas vraiment bons parce que ça pouvait seulement tirer une trentaine de pieds. Nous avons appris aussi à utiliser les grenades et se servir des détecteurs de mines pour détecter les mines Teller. Suite à ça, nous sommes retournés en Écosse où on a pratiqué les débarquements, comment se servir des Bangalore Torpedo et franchir les broches. On se pratiquait avec le PPCLI, le Princess Pat's Canadian Light Infantry, en Écosse. On s'est entraîné avec eux et lorsqu'on est allé en Sicile, on est encore avec eux. Au mois de juin, nous sommes embarqués sur le Samaria et ça nous a pris 3 semaines pour partir de l'Angleterre, en Écosse, à aller jusqu'à Gibraltar. À Gibraltar, nous sommes arrêtés une nuit et le lendemain, on s'est joint à la 8e armée anglaise sous les ordres du général Montgomery. Je faisais maintenant partie de la 1re division canadienne, le 3rd Field Company. Entre Glasgow et Gibraltar, 3 de nos bateaux ont été torpillés par des sous-marins. Un était chargé des chars d'assaut, le deuxième était un bateau d'hôpital pour les premiers soins, qui aurait accommodé les blessés si on avait eu. Et le troisième, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que c'était. Le 9 juillet, rendu au sud de la Sicile, tout près de Pechino, on a commencé à embarquer dans les bateaux qu'on avait mis à l'eau vers minuit. Il fallait descendre sur les échelles de cordage par-dessus bord. Nous avons pris place en passant par-dessus bord par les échelles de cordage. Le 10 juillet, vers 2 heures du matin, on est parti vers la Sicile, ou vers Pachino, si vous voulez. Et c'est en allant là qu'ils ont commencé à lancer les fusées par grande quantité. Vers les 2 heures, il y a eu un rassemblement de toutes les LCI et on part vers la Sicile.
Les navires lance-fusées ont commencé à ouvrir le feu sur Pekino, croyant que s'ils pouvaient faire brûler le village de Pekino, ça pourrait nous éclairer pour le débarquement. Aucun feu n'a été commencé parce que les tuiles, les toits ont résisté à la chaleur des fusées. Un peu plus tard, les fusées ont commencé à pleuvoir sur les plages. Ça tombait par dizaines à la fois. À ce moment-là, le matelot qui voyait les fusées qui tombaient sur la plage a eu peur et il a reviré de bord. Au lieu de nous continuer avec les autres bateaux, il nous a amenés vers la haute mer, nous amenant vers le large. Ainsi, tout cet entraînement a eu pour rien. Au lieu d'être capable de faire notre part au débarquement, il nous amenait vers la haute mer. Nous avons servi de cible pour un avion chasseur qui nous a mitraillés et nous a largué quelques bombes. Si une de ces bombes nous avait touchés, on se serait tous morts là. Heureusement qu'il ne nous a pas touchés. Au lever du jour, il a tenté de nous approcher de la terre, mais à chaque fois qu'on approchait, on se faisait mitrailler ou tirer dessus par les petits canons. Il retourne vers le large et c'est vrai que maintenant nous sommes réellement écartés. Heureusement que quelques heures plus tard, nous avons été repérés par un de nos bateaux, une corvette, qui eux nous ont dirigés vers la bonne direction. Vers les 8 heures, nous avons finalement mis les pieds à terre. On était exactement 5 heures en retard. Tout le monde avait déjà passé et ils sont partis. Moi-même, j'avais une autre mission à accomplir. C'était de procéder à 3000 à l'intérieur et empêcher les Allemands de faire sauter un pont. Nous nous sommes débarrassés de notre équipement pour chercher les mines et nous sommes partis tout de suite. En chemin faisant, les grosses Bertha qu'on appelle les gros canons, il y avait un bateau exprès pour ça, se sont mis à tirer chaque fois qu'un voulait passer au-dessus de nous autres, on aurait juré que le ciel déchirait en deux. Il y a environ 300 soldats des Alliés qui ont été fusillés durant la Deuxième Guerre mondiale et je crois que le pilote de notre bateau devait sûrement être un de ceux-là, parce que non pas seulement qu'il nous a empêchés de faire notre travail, mais il a pas s'approche de tout nous faire tuer aussi. Nous sommes arrivés au pont en question et il y avait un nick de mitrailleuse là, des Allemands, mais ça on s'en est occupé. Plus tard, on était assis sur un perron lorsque deux jeunes filles approchaient et rentraient dans la maison. Lorsqu'on regardait la maison, il y a un boulet de canon qui a frappé la maison et la maison a disparu en poussière. Nous avons été à notre campement qui était établi dans un champ, puis là on a été capable de manger et dormir un peu. Plus tard, durant la soirée, les avions allemands ont attaqué notre convoi, qui était toujours pas loin, et naturellement les bateaux se défendaient, ils tiraient en l'air. Naturellement, cette ferraille-là, il fallait qu'elle tombe en bas, et elle tombait tout autour de nous. Donc, on s'est rassemblés et on est parti à marcher. Une trentaine de kilomètres plus loin, on a arrêté enfin. Ici, on s'est reposé pendant une couple de jours. Et après un bon repos, on a vu le général Montgomery. Il nous a parlé, il nous a dit qu'on prenait trop de prisonniers. On était loin de chez nous, les lignes de communication étaient longues, et lorsqu'on prenait des prisonniers, il fallait les nourrir. Quelques jours plus tard, nous étions campés tout près d'un petit village, lorsque les villageois sont venus nous demander de l'aide. Apparemment qu'il y avait des mines dans le chemin que les Allemands avaient posées. Donc, il y a 4 de nos gars qui sont partis pour aller balayer
pour trouver les mines. Ils ont trouvé les mines en question, qui étaient toutes reliées à une charge principale dans le milieu du chemin, avec du cordeau détonnant. Ils ont trouvé les mines en question, ils ont trouvé la charge principale, et lorsqu'il y en a un qui est venu pour soulever une des canisses de 50 livres de TNT, qui était piégée, alors le tout a sauté. 2 des hommes ont été déchiquetés complètement. Il restait plus que des petits morceaux de chair. Le 3e était moins magané, lui manquait seulement que la tête. Le 4e, lui, il avait les yeux bouchés de gravelle. Alors, lui, il est parti au premier soin. Mais il est revenu quelques jours plus tard, mais il était presque pas reconnaissable. Il avait les yeux étirés. Pour moi, il avait sorti les yeux de la tête pour venir à bout de sortir toute la gravelle qu'il y avait dans les yeux. De toute façon, il était fini, les 9, parce qu'il ne pouvait plus rien faire, il faisait juste trembler. Donc, s'il n'a pas été long qu'il a disparu, on ne l'a pas revu. Probablement qu'il était retourné chez eux ou bien qu'ils ont donné un job en arrière des lignes quelque part. Nous avançons durant la nuit et vers 3 heures du matin, on arrête pour se reposer un peu. On se couche par terre pour dormir. Le soleil se lève haut vers 4 heures et puis les Allemands nous voient. Ici, le fun commence. Ils nous ont réveillés avec les Sovereign Sisters. On est debout et on creuse, tandis que les bombes tombent autour de nous. Quelques coups de pelle et ça suffit, comme trancher. On n'ose plus se relever parce que c'est dangereux, la ferraille revolte partout. On est sur une pente, on fait face aux Allemands, et puis il n'y a rien qu'on peut faire sauf attendre, sous un gros soleil qui plombe sur nous, jusqu'à 1h de l'après-midi. Ça a pris jusqu'à ce temps-là pour que l'infanterie puisse nous rejoindre et prendre position en arrière de nous et nous donner couvre-feu puis qu'on puisse sortir un ou 2 à la fois. 2 de nos hommes qui s'étaient sauvés durant la nuit sont mis sous arrêt. Plus tard, lorsque la campagne de Sicile était finie, je les ai vus enchaînés après un mur au gros soleil, parce qu'il faisait environ 40 degrés Celsius. Ils ont passé en cour martiale et ils ont probablement été fusillés tous les 2. Maintenant, nous arrivons à un village situé sur le haut d'une montagne, entouré de pentes très à pic. Ça s'appelle Leonforty. Moi et l'officier, on est allés voir parce qu'il avait fait sauter un pont, le seul pont qui menait au village. On a mesuré la distance qu'il y avait d'un côté à l'autre et on a collé une 60aine de pieds de pont, ce qu'on avait besoin pour construire le pont. La nuit suivante, ils nous ont livré le pont. On l'a déchargé et on s'est mis à construire le pont immédiatement. Moi-même, on m'a placé sur une pente plus haute en arrière d'eux avec une Bren gun, une mitrailleuse, pour donner protection en cas que les Allemands descendaient pour attaquer les gars qui construisaient le pont. Plus haut que nous, sur une pente, là, il y avait un Tiger Tank, puis à tout bout de champ, il tirait sur nous, soit que l'obus passait au-dessus ou en dessous de nous. Heureusement qu'il n'était pas bien habile. C'est vrai qu'il faisait noir, par exemple. Il ne voyait pas. Il tirait seulement qu'à peu près, ou qu'il entendait du bruit. Vers 3 heures, lorsque le pont fut terminé, et que tous les gars étaient partis, moi, je me suis endormi à côté de mon fusil. Je me suis réveillé au gros soleil vers 4 heures du matin. Et puis là, j'ai réalisé que j'étais sur la pente faisant face aux Allemands, sans aucune protection.
La seule raison que j'étais encore en vie, je crois que c'est parce que les Allemands pensaient que j'étais mort. En regardant autour de moi, j'ai bien vu que ma mitrailleuse était encore là, et puis que ma valise de magazine pour la mitrailleuse était ouverte. Alors je me suis levé vitement, j'ai fermé la valise, je l'ai pris avec la mitrailleuse et je me suis mis à courir en montant la côte pour me sauver, pour me mettre à l'abri. Rendu au-dessus de la côte, j'ai sauté par-dessus le monticule de pierre et j'ai atterri sur le chemin, juste à côté d'un tank Sherman. Pas loin d'où j'étais, il y avait une grosse maison, puis en arrière de la maison, il y avait un groupe de civils. Ils voulaient absolument pas que je tire, parce qu'ils voulaient pas attirer le feu de la Tiger Tank, qui était en bas là encore. Sur l'entrefaite, il est arrivé un grand flambeau là, qui voulait absolument tirer un coup. Il n'avait jamais été au front, puis il voulait voir ce que c'était. Finalement, j'ai laissé faire. L'imbécile, il a été tiré sur le Tiger Tank. En faisant ça, il s'est trouvé à donner à la tank où j'étais placé, ma position. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais je lui ai dit ça à quelqu'un, ou bien c'est moi, j'étais pour le tirer. Sur l'entrefaite, il y avait 23 prisonniers allemands qui étaient escortés par 2 de nos gars sur un autre chemin un peu plus loin, qui s'en allait vers la sécurité, en arrière des lignes. Juste comme il était à peu près dans le milieu du chemin, ou à peu près 100 verges avant d'arriver à la sécurité, il y a 3 bombes allemandes qui ont tombé parmi eux, les blessant toutes. Suite à ça, nos 2 hommes qui les escortaient ont ouvert le feu et ont fini le restant. Nous autres, on a été blâmés pour ça, pour avoir tué 23 Allemands. Mais c'est pas nous autres qui les ont tués, c'est les Allemands eux-mêmes avec les bombes mortiers. J'ai fait un espèce de schéma ici là, pour démontrer comment le chemin était tortueux maintenant à Lien Forte. Il faudrait l'inclure pour qu'on comprenne où j'étais avant, lorsque je me suis réveillé, et puis où j'étais obligé de prendre refuge juste en arrière de notre Sherman Tank. C'est là aussi que j'étais lorsque les 23 prisonniers ont été tués. Et c'est pour ça que j'ai été capable de tout voir. Suite à ça, il y a quelqu'un de mon outfit qui est venu me chercher. Donc j'ai retourné au camp où j'ai été capable de manger et dormir un peu. Le lendemain, j'ai retourné à Lien Forte. Entre-temps, notre infanterie avait pris le village. Et là, j'étais après faire ce qu'on appelle le nettoyage, ramasser les cadavres et les enterrer. Lorsqu'il y a un convoi qui passait, qui est arrêté juste vis-à-vis de moi, puis dans le derrière du camion, mon frère Elmer était là. Lui, il ne savait pas que j'étais en Sicile, puis moi non plus, je ne savais pas que lui était là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. J'avais justement un cadavre attaché après un pied, puis je le traînais. Puis il y en a un qui a lâché le cri, il dit « Hey, you're going to give him a headache ». Parce qu'à chaque fois que je descendais une marche dans l'escalier, sa tête faisait boum, boum, boum sur les marches. Quelques jours plus tard, on est arrivé à Gira. C'était encore une autre ville qui était bâtie sur le top d'une montagne. Et là, on voyait au pied de la côte ou en bas de la montagne, si vous voulez, il y avait un lit de rivière qui était là. Fait que l'officier m'a demandé de descendre en bas pour aller voir s'il y avait de l'eau. Donc je suis parti, j'ai descendu en bas. Arrivé à la rivière, au lit de la rivière, plutôt, il n'y avait pas une goutte d'eau dedans, c'était juste, la rivière elle-même était bien sec. Pas loin de ce que j'étais, j'ai vu qu'il y avait une petite bâtisse là. Alors je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Mais c'était plein de monde là-dedans. Il y avait au moins une couple de familles, puis il y avait des poules, puis ainsi de suite. Tout le temps même bâtisse. Il y a juste un appartement.
Je sais pas s'ils ont pensé que j'avais faim ou que je crevais de faim ou quoi, mais en tout cas, ils m'ont donné à boire, puis ils m'ont donné à manger. J'ai mangé du eggplant. Franchement, c'était bon. Quand il est venu le temps de partir, ils m'ont donné un pain et aussi une mêle de fromage. Alors j'ai pris ça, puis je m'en allais pour retourner au camp. J'étais à peu près dans le milieu de la montagne, je montais tranquillement. Lorsque l'artillerie allemande a ouvert le feu, c'est là que j'ai réalisé que j'étais en arrière des lignes allemandes. Je ne sais pas comment ça se fait que j'étais encore en vie, simplement parce que personne ne m'avait vu. Et lorsqu'ils ont ouvert le feu à coups de canon sur nos gars que je pouvais voir dans la distance en haut sur le flanc de la montagne, j'ai réalisé où j'étais. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je me suis mis à courir. Côte ou pas, ça courait pareil. Finalement, arrivé à notre camp, dans l'après-midi, l'officier était tout surpris de me voir. Il me pensait soit mort ou prisonnier. Lorsqu'il m'avait envoyé en bas, il ne savait pas que les Allemands étaient encore là. Nous avons campé pas loin d'un cimetière tout près de Gira. Puis là, j'ai descendu dans une grande salle qu'il y avait en dessous du cimetière. Lorsqu'un gars était mort après, disons, une cinquantaine d'années, je ne sais pas trop, il déterrait le squelette et puis il plaçait ça comme il faut dans la bâtisse en dessous du cimetière. D'un genre de columbarium. Quelques jours plus tard, nous sommes arrivés à Regalbuto. J'étais toujours avec l'officier. Puis on était dans le village, et puis je me suis donné à regarder en l'air, et j'ai vu qu'il y avait 12 bombardiers américains, des Mitchell, qui s'en venaient directement au-dessus de nous autres. Puis lorsque je regardais, j'ai vu les petits points noirs qui se détachaient des avions. Ça veut bien que c'était des bombes. Alors j'ai dit au lieutenant Dixon, « Hey, they're bombing us. » Lui, il regarde dans l'air, puis à ce moment-là, ben, il ne voyait plus les bombes. Naturellement, il s'était redressé. Il ne croyait pas que j'avais vu les bombes qui s'en venaient. Alors moi, j'avais une pelle ronde, là. Je me suis accroupi au côté d'une bâtisse avec la pelle ronde sur la tête. Lorsque les bombes ont tombé, naturellement, ça fait un peu de bruit, mais c'est curieux, je ne me rappelle pas d'avoir entendu du bruit. Il me semble que c'était tout silencieux. Peut-être le bruit était tellement fort que j'avais les deux tympans d'oreilles défoncés, je ne sais pas. En tout cas, pas longtemps après, au travers de la boucane, de la poussière, c'était terrible, on ne voyait plus grand-chose. Il y a une Italienne qui est sortie avec un bébé dans les bras. Puis là, elle était folle comme la marde, elle ne savait plus quel bord prendre. Elle a dit, bon, Tedeschi bombardé, Canadesi bombardé, Tedeschi bombardé, Canadesi bombardé, Americano bombardé, dove andare adesso? Mamma mia! Il a crié, je ne savais plus où aller contre le petit bébé, lui pleurait à fond de l'âme. Plus tard, lorsqu'on a eu le contrôle de l'île au complet, on est en repos là, et pour passer le temps, on est allé visiter le mont Etna. Moi-même, puis 7-8 autres gars, là, on a monté jusqu'au sommet où on pouvait voir à l'intérieur du cratère. On ne voyait pas la lave, mais on l'entendait brasser. C'était pareil comme des coups de tonnerre. Lorsqu'on était là, on a vu un chasseur allemand qui est venu bombarder Catania, qui était en bas de nous autres, puisque nous, on était au-dessus des nuages en haut, là, sur le mont Etna. Tout près d'où on était campé, il y avait une grosse vigne. Il y avait beaucoup de raisins. On en mangeait bien trop. Moi, je me rappelle, j'étais malade. J'ai eu le va-vite. Hein. Manger tant de raisins que ça. Il était bon. Il y avait aussi une grosse réserve d'eau, là, que les Italiens amassaient de l'eau pour être capables d'arroser les vignes. Donc, c'était une place où on pouvait aller se baigner. Mais pas longtemps. Ça peut, à un moment donné, je ne sais pas s'ils ont arrosé leur vigne ou quoi, mais on arrive, il faut se baigner, puis il n'y avait plus d'eau en tout. La grosse réserve était sec. À la fin du mois d'août, vers le début septembre, on a traversé le détroit de Messine, puis on a débarqué à Reggio Calabria.
Maintenant, on était en Italie proprement dit. Là, on a monté dans les montagnes du sud. Il y avait des Italiens là qui se rendaient, mais ils ne voulaient pas se rendre dans n'importe qui. Il fallait que ce soit au moins un colonel. Les Italiens étaient bien forts sur la cérémonie. 3 jours plus tard, le roi Emmanuel a abdiqué et l'armée italienne comme telle a été démantelée. Il fallait encore se battre contre les Italiens, mais c'est ce qu'on appelait les fascistes ou les chemises noires. Eux, c'était les hommes, ça, à Mussolini. Tout ce qu'on voyait, c'était des Italiens qui s'en allaient chez eux. Ils ne voulaient plus rien savoir de la guerre. Lorsqu'on était dans les montagnes au nord de Reggio Calabria, au début, lorsqu'on a atterri en Italie, moi, mon chum et puis un nommé Reed, on a décidé d'aller faire un petit tour dans un village qu'il y avait sur le flanc de la montagne, un peu plus bas d'où ce qu'on était. En arrivant là, on est allé pour trouver un peu de vin. On demandait aux villageois là où il y avait du vin, puis s'il y avait pas de bon. Lorsque le curé nous a fait demander. Alors nous sommes allés le voir, puis là, on nous a amené de l'eau, du savon, des essuie-mains pour qu'on puisse se laver un peu, parce qu'on était loin d'être propre. On s'est lavé. Je me rappelle, moi, je me suis lavé la tête et le visage comme il faut, parce que j'étais vraiment crassé. Mais suite à ça, le curé nous a fait dîner avec lui. Et puis, il y avait du vin, naturellement, à sa table. Puis moi et mon chum, on a pris un verre un petit peu. Mais nommé Reed, lui, il s'est mis à se saouler. Après le repas, là, on a été invité à assister à une messe. Je suis allé, moi puis mon chum, puis Reed, lui, c'était un protestant. En tout cas, lui, il n'est pas venu. Il est allé dans le village à la place pour finir de se saouler comme il faut. Durant la messe, là, on ne s'est pas assis avec les hommes ni les femmes d'abord ou de l'autre. C'était séparé en deux. Les femmes étaient toutes sur un côté, puis les hommes de l'autre. Alors, le curé nous a assis en avant, lui, avec les enfants de cœur. Le but de ça, je crois, c'était pour montrer aux Italiens qu'on était des catholiques, comme eux. Ça arrivait souvent aussi, lorsqu'on était après manger, on avait notre cook avec nous autres, notre platon. Après qu'on avait fini de manger, ce qui restait, moi-même, je prenais du pain, ainsi de suite, puis je beurrais ça un peu, puis je donnais ça aux enfants. Il y en avait toujours l'entour qui avait faim. On donnait à manger aux Italiens assez souvent. Par contre, ça arrivait des fois qu'eux nous invitaient aussi pour aller manger avec eux autres. Franchement, ils faisaient un bon spaghetti. Peut-être que j'avais un meilleur appétit ce temps-là qu'aujourd'hui, mais j'en mangeais toujours une bonne assiette. Tout en passant vers les montagnes, on réparait le chemin où que les Allemands l'avaient fait sauter. Et parce qu'ils étaient sur le bord des précipices, ça ne prenait pas une grosse bombe pour couper le chemin. Nous autres, ce qu'on faisait, on construisait une espèce de cage à l'intérieur de l'ouverture. Puis là, on dynamitait plus haut, sur le flanc de la montagne. Et puis la cage s'emplissait. Tout ce qu'on avait besoin de faire après ça, c'était d'égaliser le top. Et puis le chemin était passable. Du moins pour tout de suite. On se trouvait à monter plus haut que Taranto, qui était comme en dessous du pied de l'Italie, c'est-à-dire entre le talon et l'orteil. On est arrivé à un petit village qui s'appelait Minervino. Et là, je me rappelle que j'ai bu du vin, ou du moins du jus de raisin plutôt, à mesure que les femmes là, pilotaient les raisins, et que j'ai été malade.
Pas longtemps après ça, j'ai développé ce qu'on appelle l'acute psoriasis. J'étais couvert de gales de tout partout, partout sur le corps, les jambes, le dos, partout, partout. Là, on m'a envoyé à Barrie, à un hôpital militaire, où ils m'ont soigné là, pour ça. J'étais là une couple de semaines. Après que j'ai sorti de là, je voulais retourner à mon outfit, le Third Field Company, mais ils n'ont pas voulu, vu que mes nerfs étaient trop maganés. D'après eux autres, j'avais besoin de repos. Alors, ils m'ont envoyé au Fourth Field Park. Là, nous autres, c'est nous autres qui avaient le pont maintenant. Et lorsque les ingénieurs au front avaient besoin de pontage, quelque chose de même, c'est nous autres qui le livraient. J'ai été une secousse à Barrie. Lorsque les bateaux étaient déchargés, les bombes, ainsi de suite, nous autres, on embarquait ça dans nos camions, puis on montait ça au front. Alors, c'était beaucoup de voyageurs. L'été suivant, dans le mois de juin, ça c'était en 1944, j'ai eu la malaria. Là, on m'a pris, on m'a envoyé dans une espèce de tente, dans un centre de premiers soins, pas loin du front, là. Et puis, pour laisser passer ma crise, j'ai eu tellement chaud que mon linge était tout trempé. Là, j'ai transpiré. Puis lorsque j'étais dans ma crise, là, je me rappelle que j'avais de la misère à tenir les yeux ouverts. Il fallait que je force pour m'ouvrir les yeux. Il y avait comme un rideau noir qui descendait tout le temps. Lorsque j'étais sur la civière, là, il y en a un qui est rentré dans la tente. Il a annoncé aux autres qui étaient pas loin qu'il avait fini de creuser un trou. Alors je me suis mis à rire d'eux autres. Moi, j'avais pris pour acquis qu'il avait creusé un trou pour m'enterrer. Il pensait que j'étais pour mourir. La malaria tuait beaucoup de soldats. On a été stationné tout près d'Ortona, le long de la mer Adriatique. On a été là un bon bout de temps, sans avancer, sans faire rien. On faisait juste maintenir les Allemands en place. À un moment donné, on était tanné que les Américains soient pris à Monte Cassino, près de Monastery Hill. Alors, ils nous ont transférés à la côte ouest, tout près de la Méditerranée, juste en arrière de Monte Cassino. Je me rappelle un soir, lorsqu'on a ouvert le feu, il y avait au-dessus de 8000 canons qui ont ouvert le feu tout en même temps. C'était terrible là, de voir comment est-ce que ça peut faire de bruit. À force que les canons tiraient, on aurait pu lire. À 11 heures du soir, tous ces canons-là ont ouvert le feu tout en même temps. Il y avait toutes 300 rondes à tirer à volonté. Ce qu'ils faisaient, ils tiraient à un certain endroit pendant 30 minutes, puis après ça, ils levaient d'environ 100 vaches. Et puis notre infanterie avançait en dessous de ce barrage-là. Les bombes, les coups de canon, les obus, ça devait pleuvoir sur les Allemands. Mais on a réussi. On a passé au travers de Monte Cassino, Monastery Hill. On avait les Free French sur notre côté gauche qui était dans les montagnes. Et à notre droite, on avait les Free Poles. Puis nous, les Canadiens, on a fait la flèche dans la Leary Valley. On est arrivé à une rivière à un moment donné où on a perdu 12 ou 13 tanks Sherman. La rivière n'était pas bien large ni bien profonde. Mais lorsque les tanks arrivaient à l'autre bord, il y avait le ventre exposé. Et puis pas loin de là, il y avait un canon 88 mm de Calais. Et puis il y avait juste la tourette qui paraissait. Et puis à mesure que les tanks montaient, avec le ventre exposé au feu comme ça, là, ils tiraient sur les tanks. Et il en a débarqué 12 ou 13, là, tout en même place. Ça nous a pris en tout environ 2 semaines, le temps qu'on a attaqué Monte Cassino pour se rendre aux portes de Rome.
Rendu à Rome, là, ils nous ont arrêtés. Et puis les Américains ont rentré dans Rome. C'est eux autres qui ont eu crédit pour avoir pris Rome. Malgré le fait qu'ils s'étaient battus à Monte Cassino pendant presque 6 mois de temps, tandis que nous autres, on attendait à la côte adriatique. Mais ils ont eu le crédit pour ça pareil, mais ils ne sont pas battus à Rome. Les Allemands s'étaient retirés. Il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré là. Lorsqu'on a quitté la côte adriatique, tout près d'Ortona, on a été remplacé par l'armée régulière italienne. Pour commencer, les Allemands les ont jetés dehors, fait qu'on est retourné, on a repris Ortona, puis cette fois-ci, les Italiens ont tenu place, ils ont tenu bon. Suite à ça, on est retourné sur la côte est, le long de la mer Adriatique, dans le bout de Rimini. Et c'est là qu'on a fini l'été. Et après ça, on a été dans la vallée du Pô. La vallée du Pô, c'est un endroit sur que Mussolini avait fait pomper. Il avait construit beaucoup de grosses digues pour empêcher l'eau de la mer de retourner sur les terres. Aujourd'hui, c'est leur bassin de blé, ça. C'est toutes des bonnes terres très riches. Mussolini lui-même a été pris dans le bout des Alpes. Puis là, ils l'ont descendu jusqu'à Milan, lui et sa blonde. Ils les ont tués tous les deux. Ça, c'est les Italiens qui ont fait ça. Elle, ils l'ont tué, mais lui, ils l'ont pendu comme un bœuf au centre de la ville de Milan. Et c'est là qu'ils l'ont tué. Ils l'ont fendu comme un bœuf. Nous, on a passé l'hiver après ça, dans la vallée du Pô. Je me rappelle, on a construit un pont là, un soir. On avait un nouvel officier. Il n'était pas aussi bon que le lieutenant Dixon. Le lieutenant Dixon, lui, il venait avec nous autres au front, puis tant que le job n'était pas fini, il était avec nous autres. À un endroit, après avoir balayé pour les mines, nous avons construit un pont de fortune. Lorsque nous avons remarqué un avion Spitfire anglais qui passait au-dessus de nous, allait y revenir à maintes reprises, et à un moment donné, il nous a largué une bombe. Il pensait qu'on était des Allemands, sûrement. À une autre occasion, c'était le soir, lorsqu'on se faisait mitrailler par un chasseur allemand, un Focke-Wulf. Il y a un de nos gars qui s'est laissé énervé, qui s'est tiré dans le pied, un 3-4 coups de 45 mm, un Tommy gun. C'est juste pour dire comment que ça peut énerver des fois. Il y a un soir, j'étais allé marcher dans un champ, et lorsque les Alliés bombardaient un village pas loin de ce qu'on était, sans le savoir, il y avait de l'artillerie qui s'était stationnée en arrière de nous autres. Et lorsqu'ils ont ouvert le feu, qui était juste en arrière de moi, et là, ça m'a défoncé le tympan de l'oreille gauche. Les oreilles m'ont sonné pendant une couple de semaines de temps. Je ne voulais pas arrêter pendant tout. La raison que l'artillerie tirait horizontalement, c'était pour pas que les Allemands puissent tirer en l'air pour nuire à nos avions qui bombardaient dans la ville. En tirant comme ça à l'horizontale, il y avait des qu'on appelle airburst qui éclataient au-dessus des canons allemands, donc ils ne pouvaient pas tirer sur nos alliés. À un moment donné, plus tard, j'étais dans une carrière, me pensant en sécurité. On était tout près d'un groupe de canons d'artillerie. Et lorsque les Allemands ont répondu, les coups de canon se sont mis à éclater autour de nous autres. Et là, essaye de creuser dans une carrière, ça va pas bien, c'est rien que la roche.
Et lorsque les éclats d'obus rebondissaient autour de nous autres dans les cochers, on a réalisé qu'on était loin d'être en sécurité. Un jour, après une avance spectaculaire d'une trentaine de milles, on était tout arrêté, on a mangé. Après le souper, on nous a donné chacun un paquet de cigarettes, comme quoi une espèce de récompense. Et on était bien contents. À un moment donné, il est arrivé un obus qui a sauté juste à peu près une centaine de verges en avant de nous autres. Il est arrivé une deuxième qui a sauté environ 100 verges passé nous autres. Là, on avait assez d'expérience pour savoir qu'est-ce que c'est qui s'en venait comme défaite. On a tout sacré le camp en dessous d'une calvette pas loin de nous autres. Et puis, il est arrivé une salve d'artillerie. Après que le carnage a été fini, nous avons sorti et puis on a creusé pour trouver le nez d'une des obus sur lequel il y avait une étampe canadienne. C'était notre propre artillerie qui avait tiré sur nous. Notre officier était tellement maudit qu'il a pris le nez de l'obus en question et là, il est allé en arrière pour donner sa façon de penser à l'artillerie. Apparemment, il y avait un poste d'observation qui nous avait pris pour des Allemands et c'est lui qui avait dirigé les tirs d'artillerie sur nous autres. Dans la vallée du Pau, on ne pouvait pas faire grand-chose. Il mouillait presque tout le temps. On était dans la boîte et puis les tanks calaient trop, ils ne pouvaient pas avancer. Donc on restait sur place. Après un mois et demi, tout le monde est trempe, tout le monde est écœuré, il n'arrête pas de mouiller. On est dans la boîte. On ne peut plus avancer parce que les chars d'assaut calent, ni reculer. Lorsqu'on me fait demander, moi et mon chum, au bureau de l'officier, là, on me dit de retourner à peu près à 10 000 en arrière des lignes pour chercher la ration de rhum pour tout le peloton, pour Noël. Ça, c'est bien le 24 décembre 1944, la veille de Noël. Arrivé au HQ, le quartier général en arrière des lignes, on nous a remis le gallon de rhum et puis qui était bien débouché. Et puis, donc on est parti avec ça. Franchement, on a arrêté une couple de fois pour le goûter, pour se rassurer que c'était bien du rhum. Yo ho ho, you and me, little brown jug, how I love thee. Puis, arrivé au camp, là, franchement, on avait les talons pas mal ronds. Alors, on a remis ça à l'officier en question. Moi, je pensais sûrement qu'on n'était pas de m'en entendre parler, mais non, on n'a pas entendu un mot. Dans le mois de janvier ou février, là, c'était en 1945, j'ai sorti de là, moi, avec l'empoisonnement de sang dans les 2 pieds. Là, ils m'ont envoyé à l'hôpital où j'ai été soigné. Avec face de quoi, je pouvais plus marcher. Suite à ça, ils m'ont envoyé à Avellino. C'était une place où tous les restants des soldats étaient accumulés. Quand ils n'avaient besoin au front, mais ils allaient les chercher là. Vers le début du mois d'avril, ils nous ont tous chargés sur un bateau, ou du moins le groupe que j'étais avec, moi. Et puis on est retourné en Angleterre. Là, ils nous ont donné une passe. On est parti en vacances pour 2 semaines de temps. C'était la première fois qu'on avait eu une vacance depuis le début du combat en 1943, lorsque j'avais débarqué en Sicile. On était en passe lorsque la guerre a fini. Je me rappelle que les Anglais étaient vraiment contents. Là, ça tirait en l'air tout partout. Encore là, il tombait assez de cochonneries.
fallait faire attention. Mais il y avait raison de célébrer. La guerre était finie. Suite à ça, moi, ils m'ont envoyé en Hollande à Arnhem pour construire un pont pour rouvrir le chemin parce que les Alliés avaient tellement bombardé tous les ponts en Europe qu'il n'y avait plus moyen de transporter la nourriture, ainsi de suite, à ceux qui n'avaient besoin dans les différentes villes, surtout en Hollande. C'est là que j'étais à Arnhem, en Hollande. Parce qu'on a bâti 2 ponts de 1200 pieds chaque pour traverser le Rhin, en sorte que les gens se pouvaient amener de la nourriture, ainsi de suite, à ce bout-là de la Hollande. Lorsque le pont a été fini, il y a eu une grosse cérémonie et beaucoup de photos ont été prises. J'ai une photo ici qui m'a été donnée par un ami, mais c'est le seul souvenir que j'ai de tout ça. Lorsque nous avons fini le pont à Arnhem, nous sommes retournés en Angleterre et pas longtemps après ça, on a pris le bateau pour s'en retourner au Canada. J'ai arrivé au Canada, je crois que c'était dans le mois d'avril. Et là, ils m'ont donné 1 mois de vacances. J'ai arrêté à Dalhousie pour voir Cora et Albert. J'ai passé une semaine avec eux autres. Après ça, j'ai pris le train, puis je suis allé à Québec. À Québec, il fallait changer de train, là, pour... à partir de Lévis, il fallait prendre le traversier, puis se rendre à Québec. Là où j'ai pris le train pour retourner en Abitibi, à Val-d'Or. Mais là, c'était là, à Québec aussi, que j'ai mangé mon premier steak, ou plutôt mes 3 premiers steaks. J'ai rentré dans un restaurant, là, et puis j'ai commandé une grosse bière, Molson. C'était des grosses bouteilles, c'est pas des petites. Fait que non, ils ne pouvaient pas me servir ça, il fallait que je prenne un repas. Alors j'ai commandé un steak, un bon gros T-bone, ou un sirloin, je m'en rappelle pas juste. Et puis avec la grosse bière. Là, j'ai tout bu cette bière-là et mangé mon steak. Après ça, je voulais une autre bière, non, il fallait que je prenne un autre steak. Alors j'en ai pris un deuxième et une grosse bière encore. Et j'ai pris un 3e steak et une 3e bière. Finalement, j'avais le ventre bien plein. Et la vessie aussi, j'imagine. Après 3 grosses bières. Et là, j'ai fini de monter la côte pour aller prendre le train. Là. La gare n'était pas bien loin. Le lendemain, je suis arrivé à Val-d'Or, puis là, mon père m'attendait. Et puis, il y avait Yvette était là aussi, et puis Elmer. Elmer était déjà arrivé, lui, depuis un bon bout de temps. Sa femme n'était pas encore arrivée, par exemple. Là, j'étais en passe pendant un mois de temps. Au bout du mois fini, là, je suis allé à Montréal, là où il m'a donné mes papiers de discharge. J'étais maintenant un civil. Suite à ça, j'ai retourné à Val-d'Or. Et puis là, je suis allé travailler pour mon père dans le bois. Un charrier de la pitonne. Ça, c'était de l'ouvrage. Moi, Elmer et Omer, on travaillait les 3 ensemble avec mon père. Un charrier de la pitonne. Je m'étais acheté un truck d'armée avec des roues simples en arrière. Ça valait pas grand-chose. On a à bout de faire quelques pièces à charrier le bois, puis ensuite on pétait un pneu. On arrivait toujours dans le trou. Jusqu'à temps que je rencontre Majel, ma femme. On a sorti ensemble une secousse, et puis le 12 janvier, on s'est mariés.
C'est là que j'ai été travailler en dessous de la terre à la mine Golden Manitou pour une pièce de l'heure. Mais c'est encore mieux que de charrier de la pitonne. Une pièce de l'heure pour travailler en dessous de la terre. Lorsque je suis devenu contremaître, là, je faisais 2 pièces l'heure. C'est une bonne amélioration. Tutte le notti sotto quel fanal, presa la caserna e stanco ad aspettare. Tutte le notti sognalo di ritornare, di riposare, con te Lily Marley, con te Lily Marley. Le sere sotto quel fanal, presso la caserma ti stavo ad aspettar. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò. Con te Lily Marley, con te Lily Marley, con te Lily Marley. Oh trombettier, stasera non suonar, una volta ancora la voglio salutar. Addio piccina, dolce amor, ti porterò per sempre in cuor. Con me Lily Marley, con me Lily Marley, con me Lily Marley. Dammi una rosa da tener sul cuor, legala col filo dei tuoi capelli d'or. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi Lily Marley, a chi Lily Marley, a chi Lily Marley. Quando nel fango debbo camminar, sotto il mio bottino mi sento vacillar. Che cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te Lily Marley, a te Lily Marley, a te Lily Marley. Se chiudo gli occhi il viso tuo m'appar, come quella sera nel cerchio del fanal. Tutte le notti sogno allor di ritornare